La caméra tournait encore quand Jannik Sinner s'est approché de l'objectif pour tracer 2 mots du doigt dans la nuit de Madrid. Pas un score, pas une célébration. 2 mots pour un Madrilène de 10 à 9 ans qui venait de faire trembler le numéro 1 mondial, l'obligeant à lutter sur chaque point d'un second set qui aurait dû être facile. Quel joueur! Sinner l'avait battu. Une victoire nette, 6-2, 7-6, conclue par un jeu décisif de 7-0. Parce que pour Sinner, les tie-breaks se passent toujours ainsi. Mais il s'était passé quelque chose durant les 45 minutes précédant ce dénouement, poussant le numéro 1 mondial à ressentir ce besoin de déclarer publiquement, juste après sa victoire, et spontanément, que ce jeune de 10 à 9 ans était un joueur dont il fallait absolument parler. Notre enquête commence précisément ici, bien au-delà du score brut. Elle commence par ce que ce score cache. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer comment j'ai abordé cette analyse, car cela donne tout son sens à ce que vous allez découvrir. Je m'attendais au récit classique de la nouvelle génération. Un gamin doué au coup droit surpuissant, qui brille pour ses débuts sur le circuit, mais qui aura besoin de 2 ou 3 ans de plus pour devenir une vraie menace. C'est une histoire bien connue. Elle inspire 5 ou 6 vidéos sur YouTube, puis le soufflet retombe jusqu'à ce que le joueur confirme. Je pensais que Jodar suivrait ce schéma. Ce n'est pas le cas. En analysant ses statistiques de service et de retour avant et après Miami, le profil biomécanique de son coup droit et de son revers sous pression, la trajectoire de balle qu'il impose aux meilleurs par rapport aux autres jeunes Espagnols de son âge, on découvre un joueur ayant déjà résolu des problèmes qu'il devrait théoriquement encore travailler. Ce fossé entre ce que son profil annonce et ce que les chiffres révèlent réellement, en ce mois de mai 2026, voilà le cœur de notre enquête. Nous vivons l'ère Sinner-Alcaraz. Et si vous suivez le tennis de près, vous vous posez la même question que tous les experts en ce moment. Qui va briser ce règne? Pas juste en les bousculant occasionnellement, ni en brillant lors d'un tournoi sur une seule surface, mais qui possède le jeu pour battre ces 2 monstres sur dur, sur terre battue, sous pression et en 5 manches. Le débat dure depuis 2 ans. On parle de Fonseca, de Shelton, de Mensik ou de Rune. Ils détiennent tous une part de vérité, mais je veux vous parler d'un joueur que personne n'analyse encore en profondeur. Et je vais vous prouver que les faits, sous le bon angle, s'avèrent bien plus inquiétants pour l'élite mondiale qu'une simple défaite en quart de finale à Madrid ne le laisse croire. Rafael Jodar a eu 10 à 9 ans en septembre 2026. Il était alors 896e mondial. Il a passé 1 an sur le circuit universitaire en Virginie. De retour sur le circuit en janvier avec 3 titres Challenger, il se qualifie pour l'Open d'Australie, bat un joueur du top 10 chez lui, et bouscule tant Jannik Sinner en quart de Masters 1000 que le numéro 1 mondial prend la peine de dire à 40 000 personnes de surveiller ce prodige. J'ai disséqué toutes les données sur Jodar, ses services, ses retours, son profil biomécanique, ainsi que les précédents historiques d'une ascension aussi fulgurante et maîtrisée. Et ce que je vais vous révéler dans les 10 à 8 prochaines minutes, ce n'est pas que Jodar sera forcément numéro 1 mondial ou qu'il détruira cette hégémonie. Je vais vous montrer pourquoi la méthode qu'il a forgée est calibrée précisément pour forcer Sinner et Alcaraz à s'adapter d'une manière totalement inédite pour eux. Et pourquoi cette forme de pression est, d'après l'histoire du tennis, la plus redoutable qui soit. Il se passe chez ce joueur quelque chose de bien plus profond que ce que les médias traditionnels décrivent. À la fin de cette vidéo, vous l'aurez enfin sous les yeux. Il a grandi à Madrid, au club de tennis Chamartín, là où l'altitude favorise les frappes à plat et où le béton estival récompense l'agressivité. Son idole est Rafael Nadal. Il le dit ouvertement, sans filtre ni détour. Son coup préféré reste le coup droit. Sa surface favorite est le dur. Gardez ce profil en tête un instant, car il en dit long sur le décalage entre l'étiquette qu'on lui colle et sa véritable identité de jeu. Il n'est pas un terrien pur ayant hérité de l'ADN de Nadal par géographie. C'est un joueur de dur qui a appris à briller sur ocre bien plus vite que prévu. Et pour évaluer un potentiel maximal, cela change absolument tout. L'entraîneur qui le coach n'est autre que son propre père. L'homme qui a forgé son mental de tueur n'est pas un ancien du top 20 avec un arsenal tactique et des analystes. C'est celui qui l'a vu frapper son premier coup droit à 6 ans à Chamartín et a passé les années suivantes à bâtir un joueur capable de surmonter la pression des qualifications de Grand Chelem, sauver 4 balles de match, s'imposer, puis confier à la presse que le plus important reste de garder son calme sans trop cogiter. Ce n'est pas un simple trait de caractère. C'est le produit de son environnement. Quand Jodar a choisi de passer 2025 à l'Université de Virginie, plutôt que de passer pro immédiatement, un choix qui a fait jaser, comme toujours lorsqu'un prodige de 10 à 8 ans prend un chemin plus lent, il a intégré le programme dirigé par Andrés Pedroso,
un entraîneur qui venait de remporter 2 championnats nationaux NCAA consécutifs et qui avait déjà vu défiler des centaines de joueurs au plus haut niveau universitaire américain. Pedroso n'est pas un homme facile à impressionner. Il a des critères stricts pour définir le sérieux, et cette rigueur est rare, même chez l'élite. Alors, quand Pedroso parle de Hodar, on l'écoute. Car le niveau auquel il le compare n'est pas celui d'un bon universitaire, ni même d'un jeune professionnel plein de talent. C'est la référence absolue de tout ce qu'il a observé durant sa carrière à entraîner des athlètes d'élite. La première fois que je l'ai vu en vrai, c'était aux qualifications de l'US Open Junior, en 2023 je crois, et j'ai tout simplement été bluffé par sa maturité, son professionnalisme et le sérieux de son jeu. Il était ultra concentré. Je reviens sur ce mot, sérieux. Il tire profit de la moindre seconde passée sur le court. Rafa peut rivaliser avec n'importe qui et a sa chance face à tous. Mais il est assez humble pour savoir qu'il peut perdre contre n'importe qui. Ce qui le distingue, c'est cette confiance mêlée d'une profonde humilité. Il se croit capable de battre n'importe qui, mais sait qu'il doit être parfaitement préparé. Cette alliance est unique et elle va l'aider à exploiter pleinement son potentiel. Relisez bien cela, car Pedroso décrit quelque chose de bien plus rare dans le tennis professionnel que l'opinion publique ne le dit. Allier la confiance et l'humilité n'est pas un simple trait de caractère. C'est la structure psychologique qui sépare les joueurs d'une bonne saison de ceux qui s'installent durablement au sommet. Nadal l'avait. Djokovic l'a dans un autre style. Sinner a forgé sa propre version après 5 ans d'efforts acharnés. Qu'un jeune de 10 à 9 ans se soit déjà structuré autour de cette alliance, avant même sa première saison professionnelle complète, voilà le détail qui redéfinit totalement son plafond de verre. Après la Virginie, Hodar est retourné sur le circuit Challenger. Il y a décroché 3 titres. Il s'est qualifié pour les finales Next Gen de l'ATP. Il s'est qualifié pour l'Open d'Australie, a remporté son premier match en 5-7, avant de lancer 2026 à la 150e place mondiale. En mars, il entrait dans le top 100. Fin avril, il pointait à la 34e place mondiale, un bon résultat à Roland-Garros d'être tête de série en Grand Chelem. Un an plus tôt, il jouait au-delà du top 900 à Charlottesville, en Virginie, devant un public qui aurait tenu dans un petit restaurant. Voilà pour les apparences. Laissez-moi maintenant vous montrer ce qui se cache juste en dessous. Voici ce que l'opinion générale a complètement manqué sur Hodar. Un détail capital car il redéfinit toute l'analyse de la menace qu'il représente pour les 2 meilleurs mondiaux. On le présente comme un spécialiste espagnol de la terre battue, héritier d'une dynastie allant de Sánchez Vicario à Nadal, via Bruguera, Moya, Ferrero et Ferrer. Depuis 40 ans, le tennis espagnol produit des spécialistes de la terre battue à la chaîne. Et dès qu'un jeune espagnol prometteur se met à gagner sur terre, le monde du tennis s'empresse de le ranger dans le tiroir des clichés par pur automatisme. Mais les données de l'ATP sur sa saison 2026 montrent que cette case ne lui va pas. Avant Miami cette année, Hodar gagnait 71% de ses jeux de service et 64% de ses premiers services. Des stats correctes, mais pas encore élites, qui montrent un jeune joueur en train de s'adapter au rythme et à l'exigence du circuit professionnel. Il gagnait 20% de ses jeux de retour, ce qui est correct, mais l'acceptable reste la limite de ceux qui bloquent avant la 2e semaine des Masters. Puis un déclic a eu lieu entre son revers contre Tabio à Indian Wells, un cinglant 6-1, 6-2 en 59 minutes, et le début de Miami. Lors des 15 matchs joués à Miami, Marrakech, Barcelone et Madrid, son ratio au retour a bondi à 35,6%, soit une progression de 78% sur ce seul indicateur en 6 semaines. Au seuil de Madrid, seuls 5 joueurs de l'ATP dépassaient les 30% de jeux de retour gagnés sur la saison: Cerundolo, Medvedev, Alcaraz, Navone et Sinner. Hodar revenait sur eux à toute allure, s'offrant au passage un quart de finale en Masters 1000 contre le numéro 1 mondial. Cette amélioration n'est pas une fluctuation aléatoire. À ce niveau, les jeux de retour se gagnent en lisant les trajectoires de service, en gérant son placement au retour et en transformant une position neutre en attaque en 3 ou 4 coups. Impossible de booster ses retours de 78% en 6 semaines par hasard. On y parvient en analysant assez de services élites pour anticiper leur trajectoire et en possédant la qualité de frappe nécessaire pour faire la différence dès que la balle revient. Ces 2 aspects s'apprennent, mais la vitesse à laquelle Hodar les a assimilés, ou plutôt la rapidité avec laquelle son talent s'est traduit en résultats concrets, est précisément ce qui le détache d'une courbe de progression classique. Ce n'est pas qu'un joueur de fond, ce qui change son potentiel. 86% de ses échanges s'y finissent selon l'ATP, plus que la moyenne, mais il possède une excellente volée de toucher et cherche délibérément à repousser l'adversaire loin derrière sa ligne pour monter sur balle courte
et conclure d'une volée amortie. Cette présence au filet, en plein développement, et qu'il n'ose pas encore utiliser librement, est ce qui le rapproche le plus d'Alcaraz. À son apogée physique, le jeu au filet d'Alcaraz est l'un des 3 ou 4 meilleurs du circuit. Le fait que Jodar travaille déjà ses montées n'a rien d'un hasard. C'est un choix tactique affirmé sur le type de joueur qu'il aspire à devenir. Maintenant, voici l'image que je veux que vous gardiez en tête, car je vais afficher 2 chiffres à l'écran qui vont changer votre lecture de tout ce qui suit. Lors de son deuxième tour gagnant à Madrid, Jodar a réussi 13 coups gagnants du fond, contre un seul pour 2 mineurs. Face à Joao Fonseca, au 3e tour, un joueur qui frappe plus fort que quiconque de sa génération Jodar a réussi 8 coups droits gagnants de plus que son adversaire. Fonseca, c'est de la puissance pure. Le digne héritier du style Alcaraz pour la nouvelle génération. Et pourtant, ce joueur réputé défensif, taillé pour le marathon de fond de cours, l'a surclassé de 8 coups droits gagnants sur la terre battue de la Caja Magica. Ce chiffre brise net le cliché du simple spécialiste espagnol de terre battue. Car ce chiffre ne suggère pas, il prouve que le coup droit de Jodar fonctionne à un niveau totalement inattendu pour son profil. Le coup droit est son arme favorite. Il a grandi à Madrid, a frappé à plat en altitude. Son jeu génère de la vitesse grâce à une chaîne cinétique bien différente des lifters espagnols. Là où Nadal sollicitait les fléchisseurs du poignet et une prise western extrême pour faire monter la balle, l'impact plus plat de Jodar active le rond pronateur plus tôt dans sa frappe, accélérant la tête de raquette grâce à un angle d'attaque agressif qui réduit le temps de réaction adverse. C'est pourquoi son coup droit de décalage passe bien plus bas que le lift espagnol traditionnel. Un coup calibré pour la vitesse, pas pour la sécurité. Et c'est aussi pourquoi son jeu passe si facilement de la terre battue au dur, contrairement à la plupart de ses compatriotes. Sa chaîne cinétique ne dépend pas de la surface. Le rebond change, les trajectoires de balle aussi. Mais sa vitesse de balle reste constante. Il joue avec une Head Speed MP, la même gamme pro que Sinner. Côté cordage, il a choisi le Lynx Tour intégral, idéal pour un jeu à plat et agressif plutôt que lifté. Chacun de ses choix d'équipement est pensé pour le dur. Ses choix tactiques crient polyvalence. Ses résultats sur terre ne signifient pas qu'il est un pur terrien. C'est juste qu'à ce niveau de maîtrise, un tennis complet fonctionne absolument partout. Regardons maintenant son revers. C'est là que l'analyse du magazine Racket sur ses redirections le long de la ligne prend tout son sens. Sur un revers à 2 mains, la tension lors d'un échange croisé en lift se répartit entre l'extenseur de l'avant-bras dominant et le fléchisseur du bras opposé. Cette répartition rend les échanges croisés faciles à tenir. Mais la redirection le long de la ligne change tout. Elle exige d'absorber une balle croisée pour la renvoyer le long de la ligne avec assez de puissance pour empêcher l'adversaire de tourner autour. Cela signifie que le bras non dominant doit appliquer au contact une force de rotation inverse à la trajectoire naturelle de la balle. Presque tous les joueurs d'élite savent le faire parfois, mais très peu y parviennent avec précision et vitesse sous la pression d'une fin de match. Car la marge d'erreur au niveau du timing, l'angle du tamis, au moment précis où l'avant-bras non dominant applique sa force de rotation, est plus fermée que sur n'importe quel autre coup. Le fait que Jo-Wilfried Tsonga le fasse avec cette précision remarquée par tant d'analystes n'est pas un simple hasard technique. C'est le fruit de milliers d'heures de travail à répéter ce mouvement spécifique jusqu'à ce que son timing soit assez fiable pour être déployé quand le match se joue. Ce coup face à Sinner est celui qui peut provoquer un break, non pas parce qu'il permet de gagner le point directement. Souvent, non, mais parce qu'il le met en difficulté, empêchant Sinner de se replacer et d'attendre tranquillement la faute. Et une telle situation d'inconfort est quelque chose que le numéro 1 mondial actuel rencontre très rarement. Avant de vous exposer mon analyse structurelle complète, je dois poser un fait que les grands médias ont constamment ignoré. C'est précisément ce détail qui valide chaque conclusion vers laquelle nous allons tendre. Jannik Sinner a vu, en personne, Rafael Nadal battre Alex de Minaur. Il était dans les tribunes de la Caja Magica pour voir une wildcard battre la tête de série numéro 5 d'un Masters 1000, 2 jours avant leur quart de finale. Rien ne l'y obligeait. Il a choisi d'y être. Le numéro 1 mondial, fort d'une série de 20 et une victoire consécutive, en quête d'un 5e titre de Masters 1000 consécutif, a bousculé sa préparation pour observer ce jeune de 10 à 9 ans qu'il s'apprêtait à affronter. Puis, après l'avoir battu, il l'a qualifié d'incroyable devant le public. Il a déclaré que l'Espagne avait un nouveau joueur extraordinaire, écrivant même ces 2 mots sur l'objectif. Andy Roddick, qui a battu plus de légendes que la plupart des joueurs, a analysé la défaite de de Minaur sous un autre angle. Roddick a un test bien à lui pour savoir si un jeune joueur a un vrai potentiel. Pour lui, l'important n'est pas juste de gagner, mais comment on gagne.
si le succès exige un talent hors norme que l'adversaire ne peut neutraliser. Il a vu Yodar battre Domonor 6-3, 6-1 et a livré son verdict. Dieu merci, il y a enfin un bon joueur espagnol. Je vais vous dire, on cherche des scores marquants face à des profils bien précis. Dans notre génération, prenez un jeune Del Potro qui débarque et balaye soudain David Ferrer 6-3, 6-2, là, vous dites « Oh ». Quand un jeune s'attaque à un profil comme de Mineur et le détruit, on se dit « Là, il y a un truc exceptionnel ». Est-ce sa frappe de balle? On ne bat pas de Mineur sur la tactique, la régularité ou le physique. Il faut une arme fatale pour y arriver. Et Roddick pointe ici quelque chose d'essentiel. Il s'appuie sur une comparaison historique majeure. Del Potro débarquant pour corriger Ferrer en 2-7 secs. Del Potro était le joueur qui est venu casser le monopole de Federer, Nadal et Djokovic, en gagnant l'US Open 2009 avant d'être freiné par les blessures. Cette comparaison n'a rien d'un hasard. Il installe Joe Wilfried Tsonga dans une catégorie de rivaux uniques avec un précédent historique très précis. Et ce précédent n'est pas juste un joueur qui a eu un bon passage. C'est un joueur qui a bouleversé durablement la hiérarchie mondiale. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi le parallèle historique le plus juste remonte encore plus loin que Del Potro et pourquoi l'issue de cette comparaison annonce de manière très claire ce qui va se passer ensuite. Quand Novak Djokovic s'est invité dans le duel que se livraient Federer et Nadal depuis 2006, le bouleversement a été d'ordre structurel. Djokovic n'était pas simplement meilleur que le reste du circuit derrière Federer et Nadal. Son jeu était construit de manière totalement différente. Une défense de fer capable de foudroyer en attaque, un jeu de jambes élastiques rendant le court minuscule et un revers à deux mains neutralisant le rythme d'une manière impossible pour l'élégant revers de Federer ou le coup droit bombé de Nadal. Il a fait du tennis une équation impaire. Et avec trois forces tirant chacune de leur côté, le jeu a changé à tout jamais. Le bouleversement de Djokovic n'est pas devenu permanent parce qu'il battait Federer et Nadal. D'autres l'avaient fait avant. C'est que son style de jeu a forcé ses deux rivaux à repenser totalement leur tactique l'un contre l'autre. Federer ne pouvait plus agresser Nadal en cadence après avoir couru 3 durant après les angles de Djokovic. Nadal ne pouvait plus simplement pilonner le revers à une main de Federer, car Djokovic l'avait obligé à s'adapter à des balles bien plus rapides et rasantes qu'auparavant. Ce bouleversement était triangulaire, et le triangle a tenu une décennie et demie parce que son troisième sommet était bâti différemment des deux autres, pas seulement meilleur dans ce qu'il maîtrisait déjà. La dynamique Sinner-Alcaraz en 2026 est double. Ils forment le duo dominant. Ils se sont énormément adaptés l'un à l'autre. La victoire de Sinner en finale de Monte-Carlo face à Alcaraz, ce printemps était une leçon pour lire sa seconde balle et la punir. Mais ils se sont surtout adaptés l'un à l'autre. Et cette adaptation comporte des angles morts bien précis. Un style atypique qui pose des problèmes variés venant de toutes parts en même temps, voilà ce qu'ils n'ont pas encore eu à résoudre dans un grand tournoi. Le mental de Jodar semble déjà complet. Son physique de 10 à 9 ans se développe encore. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste une question de temps. Jodar pose des problèmes différents à chacun d'eux. Face à Alcaraz, il peut absorber l'agressivité initiale, utiliser son revers le long de la ligne, si précis à 10 à 9 ans qu'il fait murmurer la presse et attendre que l'effort physique d'Alcaraz s'accumule sur 3, 4 ou 5 sets. Contre Sinner, la menace est autre. Le jeu de Sinner repose sur l'absence totale de hasard, transformant chaque échange sans faute en une domination implacable. Le taux de réussite au retour de plus de 35% de Jodar depuis Miami est le chiffre qui devrait inquiéter le clan Sinner plus que tout, car un joueur qui gagne plus d'un tiers des jeux de retour sur le circuit moderne peut imposer au service de Sinner une pression constante que la plupart des adversaires ne tiennent pas. En quarto de finale à Madrid, Jodar s'est offert 5 balles de break face à Sinner au second set. Sinner a tout sauvé parce que Sinner efface les balles de break, c'est ce qu'il fait. Mais s'offrir 5 balles de break face à un joueur invaincu depuis 21 matchs pour le premier quart de finale en Masters de sa carrière, ce n'est pas un simple détail. C'est la preuve que son système de pression fonctionne et qu'il est déjà opérationnel. Le jeu décisif s'est fini à 7-0 pour Sinner, et je ne vais pas l'ignorer. Mais c'est dans le jeu décisif que l'écart d'expérience se fait sentir. Et l'expérience est la seule variable qui vient avec le temps. Tout le reste, le sang-froid de Jodar, sa pression au retour, son agressivité du fond, son calme quand Sinner a breaké. Ce sont des choses impossibles à acquérir avec le temps. Soit on possède ces qualités, soit on ne les aura jamais. Et Jodar les a déjà. L'objection est évidente. Il a 10 à 9 ans et seulement 11 matchs ATP au meilleur des 3 sets. Et la seconde semaine en Grand Chelem est un autre monde comparé au tournoi Challenger et sur terre battue. Je comprends.
C'est le bon argument. Mais il suppose que sa progression dépend encore d'un apprentissage technique, d'un besoin de mieux jouer au tennis. Les preuves que je vous présente depuis 10 à 8 minutes montrent que le talent Brott est déjà bien là, de manière très concrète, et face aux adversaires qu'il doit affronter. Ce qui le sépare d'un quart de finale de Grand Chelem n'est pas un problème technique. C'est l'accumulation de matchs au plus haut niveau. Il accumule cette expérience à un rythme que son classement ne laissait pas présager, et ses résultats le prouvent. Fin 2026, il aura défié l'un des deux meilleurs au meilleur des 5 sets. Et ce jour-là, je pense que le match ira au bout. Pas parce que Yodar va gagner. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que tout prouve qu'il possède la structure pour pousser ce match en 5-7 et qu'au 5e set sur dur, il aura le mental nécessaire pour être encore debout au moment du dernier jeu.